13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Et si vous êtes plutôt tuto, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou sur Facebook grâce à Sola Media, sur Grande Gueule espace TV. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Merci à tous nos partenaires, notamment guinénews.org, guinée114.com, guinématin.com. Vous nous écoutez du côté de Kouroussa, du côté de Sigiri plutôt, sur Djoliba FM, et du côté de Farana sur Bambou FM et sur toute l'étendue du territoire national via nos antennes régionales. Merci de votre fidélité à l'émission Les Grandes Gueules. Du 4 au 18 juin prochain se tiendra en Tanzanie la première édition du concours de beauté Miss Jungle International. Au total, 36 pays se feront représenter par des candidates. Des jeunes dames au visage d'ange compétiront pour s'adjuger la couronne. Le tricolore guinéen donc flottera parmi les nations de beauté en lice, et la responsabilité revient donc à la jeune guinéenne Miss Makia Bamba, mannequin professionnel résident au Maroc pour des raisons d'études. Makia Bamba donc n'est pas à sa première compétition internationale. Elle a raflé donc en février dernier la prestigieuse couronne de Miss Gold Africa devant des candidates venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, mais aussi du Gabon. Vous allez l'entendre, elle sera avec nous dans ce studio. Et puis le festival des îles de l'Os se tient donc ce vendredi, démarre ce vendredi, doit se poursuivre jusqu'au 29 mai. L'objectif est de faire la promotion de ces îles, inculquer l'esprit du tourisme aux Guinéens. Mais cette première édition est axée donc sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 100 jeunes notamment insulaires déjà identifiés seront formés et accompagnés. C'est en tout cas ce que nous dit Alice Doré. Il est le commissaire général donc du festival. Il sera également avec nous dans les Grandes Gueules. D'autres sujets très très importants viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe ici au Grand Complet. Bonjour Antoine Kourouma, bienvenue. Oui, bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Giba Milimono, bonjour. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Daouda Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour ma soeur, bonjour à tous. J'attends ma Foudia. Bonjour Djaja chérie. Voilà. Mais moi, c'est ma tante. Hein. Oui, ben, moi aussi, c'est ma soeur. Pour Giba là, c'est pas Manamana, c'est vrai. Pour moi, c'est Manamana. Pour moi, c'est pas Manamana. On a une histoire très longue. Oui, c'est vrai. Eh ben, voilà. Oui, depuis là-bas. Mais moi, c'est lié. Pour lui là, c'est lien de sang. Mais on doit pas sentir ça à l'antenne. C'est lien de vent. On doit pas sentir ça à l'antenne. Ça se sent On doit pas pas sentir ça à l'antenne. Sinon, elle est à la fois ma cousine et ma tante. C'est compliqué. Alors, on va essayer d'un moment à l'autre de joindre le porte-parole du gouvernement par rapport à cette actualité que vous avez tous suivi du côté de Zérékoré. Mission gouvernementale, on a écouté le colonel Doumbouya en Conseil des ministres qui reprécise, qui met les points sur les i par rapport aux différentes sorties des différents ministres. Antoine Kourouma. Oui, hier, comme annoncé le matin, il était clairement évident que le colonel ne ferait pas le déplacement en Zérékoré. Et finalement, il est resté dans son somptueux palais Mohamed V pour présider le Conseil des ministres par visioconférence. Et on a tous vu ces images publiées par la cellule de communication du gouvernement, où on voit le président s'adresser aux membres du gouvernement, où le Conseil des ministres a lieu par visioconférence. Et dans le compte rendu qui a été fait, on a suivi dans la partie adresse ou message du président à l'endroit des ministres, on a vu dans l'une des parties où le président reprécise la mission des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Il leur demande de revoir la communication. Et ils ne sont pas en campagne électorale. Donc il faudrait qu'ils mettent l'accent sur les conditions de vie des populations, éviter des propos de nature à créer des soucis. Et je pense que c'est un propos qui n'est pas fortuit. Il est certainement destiné à cette sortie du Premier ministre qui a fait des vagues dans la cité. Et le colonel Doumbouya, dans sa communication, parce qu'hier même dans mes propos, je disais que le discours du PM avait plutôt un
ça semble plutôt être comme une campagne électorale lorsqu'il dit que Doumbouya va faire des routes, va faire des... Faites confiance au colonel. Et tout cela. Donc, je pense que c'est dans ce talent que le colonel tente de repréciser les choses, même si pour ce qui est des propos qu'on prête au Premier ministre qui ont fait polémique, et jusque-là, nous maintenons ce que nous disions par rapport au fait qu'il n'y a pas de définition véritable par rapport aux personnes indexées. Mais le colonel, on constate largement qu'il y a une volonté de calmer les choses, et je me dis aussi que ces propos, c'est à l'endroit de certains autres ministres qui sont dans une certaine posture d'affront. Quand je prends le cas du ministre de la décentralisation, qui dans la posture déjà fait comme s'il allait en guerre contre des personnes, le fait d'arborer une tenue militaire pour aller à une mission gouvernementale, sans parler déjà votre posture, ça peut prêter à interprétation, ça peut prêter à confusion. Et je me dis que la mission déjà elle est noble, elle est salutaire. Il y a eu hier cette visite du ministre de la Justice du côté de la maison centrale de la prison de Zélé-Koré, où il a fait un constat mais incroyable, où on a vu que les prisonniers ne mangent qu'une seule fois par jour et à 14h, où il a fait le constat qu'il y a mais on va en parler, Antoine. Justement, donc pour clore, il faut dire clairement que la sortie du colonel hier certainement va venir un peu remettre ça va un peu peut-être changer le comportement des acteurs, des membres du gouvernement, de certains sur le terrain, et certainement quelques-uns de ceux qui, dans le discours, font comme si on était en campagne électorale, vont peut-être doser un peu les propos, parce qu'hier on a même suivi le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, qui répondait un peu à ceux qui disent qu'ils sont en campagne électorale. Il dit qu'ils sont en campagne de sensibilisation auprès de la population, et il a un peu rappelé ce pourquoi ils sont en Zélé-Koré. Le contexte. Donc, justement, donc, dans l'ensemble, il faut clairement dire que c'est une innovation, le fait qu'il y ait déjà conseil à l'intérieur du pays, le fait que ça se soit fait par visioconférence, c'est une innovation. Les grandes gueules. Je sais qu'à Cancan également ce sera la même chose. Ce sera certainement la semaine prochaine, jeudi prochain, ce sera le Conseil des ministres. Donc on relève clairement qu'il y a une certaine volonté d'aller de l'avant, et j'espère que la marche va continuer, même si derrière encore une fois certains doivent revoir leur façon de faire sur le terrain, surtout Condé. Bien. Les grandes gueules. Guiba Amilmono, vous avez également suivi cette actualité, notamment le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, que nous essayons d'ailleurs de joindre ici, Ousmane Gawa Diallo, qu'il veuille bien décrocher donc son téléphone. Oui, tout à fait. Et d'abord, ce qui a plus attiré l'attention, c'est que beaucoup se disaient est-ce que le président il va partir ou il ne va pas partir. Les gens étaient quand même dans une nébuleuse, et sauf que après on a appris finalement que c'était par visioconférence qu'il allait assister au Conseil des ministres qui a été décentralisé du côté de Zélé-Koré. Et donc ça peut être pour plusieurs facteurs. Vous savez, on est dans une transition, et lorsque vous êtes dans une transition, souvent les gens disent que vous êtes dans un fauteuil éjectable. Donc pour les questions de mesures de sécurité et ce déplacement à l'intérieur du pays, beaucoup estimaient qu'il fallait minimiser trop les risques, rester sur place. Mais aussi l'autre aspect, c'est que n'oubliez pas que depuis leur départ, à un moment, et le président, et il y avait quand même un problème, une tension en l'air qui était quand même perceptible. Et aujourd'hui, le président, il est foncièrement dans une optique de rappeler toujours à l'ordre, parce qu'il se dit, par rapport aux enjeux qui sont en face, à un moment donné, il faudrait taper du poing sur la table et faire comprendre au ministre. Il y a de la tension en l'air, d'ailleurs, avec tout ce qui se passe, avec les politiques, avec ces menaces. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est face à la dure réalité de la gestion de la chose publique. Il commence à comprendre que c'est la fin de cette période de grâce où c'était main dans les mains, et prévisible, moi aussi. Donc aujourd'hui, il comprend clairement que la gestion des hommes, la gestion de la chose publique, avec toutes ces crises-là qui s'amoncellent de jour en jour, il constate qu'il faudrait que les ministres sur place, puisqu'ils sont tous soumis à une obligation des résultats. C'est ce que moi j'avais dit ici à un bon moment, que lorsqu'un chef d'État dans la transition cherche à aller sur tous les chantiers, en fin du compte, il reste de peser sur rien. Donc il faudrait qu'il y ait un objectif. Maintenant, sur le contenu, tout le monde l'a dit, c'est une mission noble qu'il faut saluer. Le fait de décentraliser le Conseil des ministres, c'est une première.
c'est quelque chose à saluer parce que ça les a permis de toucher du doigt les réalités à l'intérieur du pays. Bien. De comprendre. Diba, si tu permets, on va partir sur le terrain avec le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawa Diallo. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue, allez-y. Diba. Alors, monsieur le ministre, première question. Beaucoup s'attendaient à ce que le président peut-être soit à Zérékoré pour assister au Conseil des ministres, mais aussi être en contact avec le public. Pourquoi ce changement? Écoutez, il y a un impératif de dernière minute qui est venu modifier l'agenda du président. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi que vont les affaires de la nation. Il y a toujours des choses importantes, urgentes et importantes, nécessaires et immédiatement nécessaires, etc. Donc, c'est comme ça qu'on gère. Je pense qu'il ne faut pas chercher d'autres explications. Donc, c'est aussi simple que ça. Ah ben c'est facile, hein? Nous on peut comprendre, mais on accepte votre explication, même si... Bon, allez-y, Daouda. Puisque Zérékoré, c'est la première étape là où s'est tenu le conseil délocalisé, s'il n'est pas venu avec des problèmes urgents, importants, on peut s'attendre à lui peut-être à Kankan, à Kindia, ou à Farana, ou à Bokeh. Non, il faut relativiser les choses. Le président de la République dirige le pays et maître de son agenda. Je pense que les réalités, les raisons qui le poussent à faire ces déplacements, il est le seul maître de ça. On ne va pas quand même dire que non, il n'a pas été là, il faut qu'il soit lié. Le président maîtrise son calendrier. Et donc, en fonction de la situation et du contexte, il décidera d'aller là où il voudra. Je pense que peu importe où il va, même s'il ne se déplace pas physiquement pour aller dans une région, il reste président, il dirige son pays, il dirige son gouvernement, et donc c'est ça qui est l'essentiel. Qu'est-ce qui explique alors cette annonce et toute la mise en place du côté de Zérékoré, pendant que de Conakry, vous n'aviez aucune décision du président ou aucune certitude qu'il viendrait? Non, ne dites pas ça quand même. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, les agendas les plus élaborés, et qu'un impératif de même minute vienne modifier. C'est pas pour autant que vous n'avez jamais préparé un voyage et puis à la dernière minute vous le changez, alors que vous aviez acheté votre billet, réservé votre hôtel et tout, et que quelque chose de plus important arrive et que vous êtes obligé de l'annuler. Ça ne veut pas dire que vous vous étiez pas préparé. Il y a ce qu'on peut faire immédiatement, il y a ce que l'urgence peut imposer à chacun d'entre nous. Donc je pense qu'il ne faut pas trop épiloguer sur des choses basiques, comme s'il y avait quelque chose de Non, moi je vous comprends, je comprends même l'explication, parce qu'on a juste entendu beaucoup de choses par rapport à ce qui a empêché le président de partir à Zérékoré. Beaucoup disaient à cause de la situation qui est tendue à Conakry. Il n'est pas évident que Colonel Doumbouya quitte Conakry en ces temps-ci. Si vous nous rassurez que dans les prochains jours, on le verra à Bokeh ou à Kankan, ce serait bien. Est-ce qu'on a besoin d'être rassuré? C'est pas lui qui décide. Pas prévu d'aller à Bokeh partout, c'est prévu de faire des conseils qu'à Conakry, Zérékoré, Kankan, Nabé et Kindia. C'est pas dans toutes les régions administratives. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a une tension à Conakry? Vous savez, il y a des producteurs de rumeurs ont la tête qui chauffe tout le temps et qui imaginent des tensions qui pourraient... S'il y avait des tensions dans le pays au point d'empêcher le président de faire le déplacement, je ne vois pas pourquoi il enverrait son ministre de la Sécurité, son ministre de la Défense, son Premier ministre et tous les autres ministres du gouvernement. Et vous pensez que le pays repose simplement que les tensions là, quand elles surgissent dans un pays, il faut simplement le président en place pour les colmater, ou bien il a besoin de son gouvernement et des ministres régaliens. Quand même, je pense qu'il faut avoir de la logique dans ce type d'explication. Quand il y a des tensions dans un pays, ce n'est pas seulement le président de la République, il y a tout son gouvernement qui est concerné. Et je ne peux pas imaginer que des tensions soient telles qu'exprimées ici, au point d'empêcher le président de sortir et que son gouvernement soit à l'intérieur pour prendre le pouls de son pays. C'est quand même contradictoire. Bien, Guiba, on va essayer. Alors, monsieur le ministre, on va évoluer. On va présent parler du contenu de ce Conseil des ministres qui est un peu particulier puisque ça se fait
dans une autre partie de la Guinée, pas comme à Conakry, au niveau du Palais des Nations. Alors, dites-nous quelles sont les grandes annonces. Qu'est-ce qui a été retenu à l'occasion de ce Conseil des ministres? À quoi peut-on s'attendre dans les mois à venir? Ça, c'est la première question. La deuxième, la presse a relayé une des sorties qu'on attribuait au président sur le discours du Premier ministre et pour dire qu'on n'est pas en campagne, qu'il faudrait éviter de promettre. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que aussi il a invité à ce qu'on évite de tenir des propos qui pourraient porter un coup dur à l'équilibre social? Le président est dans son rôle, effectivement, quand il a rappelé à son gouvernement un certain nombre de choses. Vous savez, dans notre pays, comme je l'ai dit tantôt, la confiance est difficile à créer entre les acteurs, et d'une part, entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et l'État, et de l'autre part, entre les citoyens et l'État. Et que, compte tenu des pratiques habituelles, il est de devoir de rappeler au gouvernement, de rappeler à l'ensemble de l'équipe qui est ici présente que nous ne sommes pas en campagne. Ce n'est pas une campagne électorale, ce n'est pas une campagne politique. On est dans l'explication et dans le constat des situations. Et donc, il était nécessaire de faire le point. Il l'a rappelé hier au Conseil des ministres. Il dit qu'il faut aussi éviter que dans nos discours, dans le déplacement, dans les actions que nous posons, de donner le sentiment aux Guinéens que nous sommes en train de faire une campagne pour quelque chose. Donc, ça, vous savez les ingrédients de la campagne. C'est des grands messages, c'est des grands discours, et puis ce sont des promesses à ne pas, qu'on ne peut même pas tenir, etc., etc. Et donc, il a demandé à son gouvernement d'éviter toute chose, toute situation, toute déclaration qui soit de nature à créer la confusion chez nos concitoyens. Je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire, et c'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de le rappeler aussi dans le contrat du Conseil des ministres. Bien, Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Allez-y, Diba, pour votre deuxième question. La deuxième, c'était sur le Conseil des ministres, les annonces. Qu'est-ce qui est finalement sorti de ce Conseil des ministres? Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'infrastructure, en termes de communication et tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir de recommandations? Bon, hier, j'ai fait le compte-rendu. Épargnez-moi donc de revenir là-dessus parce que le compte-rendu, il est public et publié partout. Vous ne l'avez pas fait sur Espace TV, monsieur le ministre. C'est vrai que nous-mêmes, on pouvait le dire, mais venant de vous, quand même, on ne dit pas de revenir sur tout ça, mais l'essentiel. Un petit résumé, quand même, pour nos auditeurs. Quand c'est dit par Gawal, ça a plus de poids. Excusez-moi, et je suis désolé, mais je l'ai fait hier avec devant Espace parce que votre télévision est une télévision maintenant nationale, et vos radios sont présentes un peu, et surtout à Zérekoré, pour la petite publicité que je peux me permettre de faire pour vous, vous étiez là. Et donc, c'est devant vos journalistes et que j'ai fait ça et qui ont fait l'enregistrement. C'était la première fois que moi je faisais un compte rendu comme ça, en dehors du cadre de porte-parole. Maintenant, ce qui est important, dans les échanges qui ne sont pas apparus dans le compte rendu, c'est le constat partagé par tous les ministres ici de l'état d'abandon, entre guillemets, de l'administration dans le pays profond. Et ça, c'est quelque chose qui a été constaté par tous les ministères. Vous allez dans un hôpital préfectoral, vous allez dans un centre, dans une école de formation professionnelle, dans une école publique, vous allez à ceux qui doivent être les représentants de l'habitat dans les préfectures ou même de l'administration du territoire, partout, le besoin d'un État moderne, le besoin d'un État rationnel, d'un État qui fonctionne sont absents. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je suis allé à Lola, les plans du cadastre qui existe à Lola, il date de 1962. Il est fait à la main. Vous imaginez que c'est comme si l'État ne s'est pas occupé du cadastre dans cette ville depuis 1962. Depuis 1962, il n'y a pas deux plans, il y a un seul plan de la ville. À une époque où on a les GPS, à une époque où on a les GPS différentiels, à une époque où on a les drones qui font des levées topographiques, à une époque où on est en train de dire il faut digitaliser, il faut moderniser, il faut dématérialiser des process administratifs. Ici, même pas un ordinateur, même pas des locaux, même pas de cartographie ancienne, il n'y a même pas d'archives de titres fonciers, il n'y a pas de titres fonciers à Lola. Et comme beaucoup de nos localités, je ne dis même pas un ou deux, il n'y en a pas. Et c'est incroyable de voir autant que l'État dans l'aménagement du territoire soit absent. Et puis l'autre chose qui concerne mon domaine, pour parler de ça, l'aménagement du territoire, c'est aussi répartir l'équilibre dans le développement du pays. C'est étonnant de voir qu'à Conakry, vous avez 6 ou 7 usines de ciment dans un périmètre de 100 km là, et puis
Pour celui qui a 1000 km de Conakry, pour acheter son sac de ciment et construire ici, il faut qu'il importe le sac-là à 1000 km de Conakry. Alors qu'on aurait pu simplement installer une usine à Zérekoré, une autre peut-être à Bamou ou à Farana, pour faire en sorte que les populations de ces localités-là soient proches de ces produits qui les servent aussi et qui servent tout le pays. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'agriculture, je n'en parle même pas, mais l'absence des aménagements ou de tout ça, et les infrastructures routières. Et puis, il y a les constats aussi positifs, c'est la reprise de ces activités, le bitumage, les interconnexions énergétiques. Moi, depuis que nous sommes à Zérekoré, le courant est là, 24 heures sur 24, c'est une nouveauté. Et le courant a pris la direction de Lola, un poste de transformation est déjà là et il va ainsi aller progressivement jusque vers la Haute-Guinée, jusque vers le Mali, etc. Et donc ça, c'est le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc ces interconnexions-là qui créent des boucles énergétiques dans notre pays sont un look de soulagement pour l'ensemble des populations de ces régions-là. Et puis le ministère de la Santé, on est en fait le constat là. Nous partageons ces idées, il faut nommer des cadres, il faut rajeunir, continuer à rajeunir l'administration, il faut amener des cadres et les compétences, il faut moderniser, distribuer des ordinateurs partout, parce qu'on ne peut pas parler de la digitalisation si on n'est pas capable de donner même à un directeur un ordinateur portable. C'est quand même, c'est l'administration. Et puis, voilà, donc il y a beaucoup de choses, et ça, ce sont les coulisses qu'on n'a pas mentionnées textuellement dans le compte rendu du Conseil, mais qui sont des constats partagés par l'ensemble des membres du gouvernement ici présents. Bien, allez-y Mafoudia. Alors, certes, on avait une idée des problèmes du pays, mais c'est vrai qu'aller sur le terrain et voir tout ce qui se passe, ça vous aide davantage. Ben justement, je veux savoir, est-ce qu'au terme de cette tournée, on pourra s'attendre à des mesures ou à des actions concrètes liées à l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays, c'est-à-dire directement en marge de tout ce qui sera pris pour tout le pays, pour l'ensemble du pays. Est-ce qu'on aura des mesures spécifiques en fonction des régions? Non, je pense que ça c'est clair, sinon ces déplacements n'auraient pas de sens. Et puis moi, c'est en arrivant ici que je me rends compte que même les frais de fonctionnement que j'ordonne de décaisser à Conakry, en fait, ça n'arrive pas. Qui l'embauche. J'ai donné ici toute une direction préfectorale. Vous prenez la région de Zérekoré. Normalement, je dois avoir ici, pour le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, je dois avoir à peu près 200 fonctionnaires. Mais j'en ai même pas 50. Ça veut dire que quand on décide à Conakry d'allouer un frais de fonctionnement, par exemple la direction préfectorale de Yomou, on imagine que ces frais sont répartis entre 35 personnes et 5 bureaux pour fonctionner. Le directeur préfectoral, son adjoint, les 3 chefs de section et puis les chargés d'études qui sont là pour leur fonctionnement. Mais en fait, il y a une seule personne dans toute la direction préfectorale qui prend cet argent, qui n'achète même pas une imprimante. Voilà la réalité qu'on constate aujourd'hui. Et donc, oui, on va corriger ces états de fait. La réalité, c'est que moi, immédiatement, j'ai pris un arrêté hier pour nommer sur l'ensemble du pays tous les chefs de section parce que c'est ici que je constate qu'ils sont absents. Et ceux qui sont là, c'est des intérimaires sur intérimaires. Et quand on les demande de faire les rapports, comme c'est eux qui sont bénéficiaires directement de ça, ben en fait, ils nous envoient des rapports théoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais quand on est ici, on fait l'appel, on demande à tout le monde d'être présent, on évalue. Ça veut dire que même les contrôles qu'on fait sur le terrain pour dire que c'est des contrôles de présence sont biaisés par la complicité de ceux qui viennent nous faire le contrôle. Et donc, on n'a pas une réalité objective de ce que nous voyons. Et donc, on corrige ces dysfonctionnements. Moi, j'ai ordonné dès hier au DAF et au secrétaire général de livrer des ordinateurs portables sur l'ensemble des directions préfectorales, 2 ordinateurs portables par direction préfectorale et 3 au niveau des régions. Avant la fin de la tournée, pour que ces ordinateurs arrivent, parce qu'on ne peut pas demander aujourd'hui à un cadre de l'habitat, du cadastre, de te faire un rapport, de se connecter dans une application qu'on a développée à Conakry pour déclarer les conservations foncières, pour les immatriculations de domaines fonciers, pour les baux, si on ne peut même pas lui donner un ordinateur comptable. Donc ça, c'est une mesure immédiate, urgente, qui n'était pas prévue dans le budget comme on l'a fait, mais on va prendre l'argent là où c'est disponible pour faire un transfert d'utilisation pour permettre à nos directeurs préfectoraux d'être outillés. Et je pense que d'autres ministères font de même. Nous prenons des dispositions pour corriger ce qui peut être fait immédiatement et prendre des mesures urgentes pour faire en sorte que l'administration soit opérationnelle dans le pays et partout où on constatera ce dysfonctionnement-là.
Bien, allez-y Mafoudia. Alors, la logique, généralement, c'est le chef est là, je travaille, il n'est pas là, je fais ce que je veux. D'accord, vous allez prendre des dispositions, mais à la longue, qu'est-ce qui est mis en place pour le suivi, permettre, voilà, pour le suivi, pour permettre qu'on sorte de ce qu'on connaît là? Parce qu'effectivement, je lisais récemment un rapport du côté du ministère de l'Agriculture, on posait la question sur le nombre de personnel à l'intérieur, mais aussi dans la capitale, et il y a effectivement plus de personnes. Souvent les raisons évoquées, c'est que à l'intérieur, on nous abandonne, il n'y a pas le salaire qu'il faut, il n'y a pas les moyens, tout et tout. Est-ce que tout ceci sera organisé pour donner envie de travailler à l'intérieur du pays? L'autre constat que nous avons fait, c'est l'habitat. Nos fonctionnaires à l'intérieur sont mal logés. Les administrations sont mal équipées, sont mal outillées. C'est que nous, on a fait, en tant que ministère de l'Habitat, nous allons très rapidement faire des consultations restreintes pour lancer la construction de 20 logements administratifs dans chaque préfecture. Pourquoi? Pour pouvoir loger le directeur de l'école, le directeur préfectoral de l'éducation, pour pouvoir loger le directeur préfectoral de la santé, le directeur préfectoral de l'agriculture, les directeurs sectoriels, et puis leurs adjoints. Si on peut créer des cités administratives comme ça, de logements, pour que les fonctionnaires quittent les grandes villes, quand ils arrivent, qu'ils aient un logement décent, avec de l'eau potable, un forage qui alimente ces localités-là. Si on réussit à faire ça déjà, c'est une amélioration substantielle des conditions d'existence de nos fonctionnaires à l'intérieur du pays. Et ça, c'est une mesure urgente. Sauf que, quand on dit mesure urgente, il y a des gens qui vont s'attendre à ce que ça soit matérialisé. Demain, il y a des procédures budgétaires, on ne peut pas attribuer un marché comme ça. Je suis obligé, malheureusement, de faire le constat, de faire un plan, de faire les DAO, qui sont les documents d'appel d'offres, pour pouvoir, les dossiers d'appel d'offres, pour pouvoir faire les appels d'offres et suivre la procédure budgétaire de décaissement et de réalisation. Donc, c'est sur un délai de 1 à 17 mois pour que chaque préfecture soit dotée au moins de 20 logements administratifs qui permettent aux principaux responsables de nos structures déconcentrées et décentralisées de trouver des logements à l'intérieur du pays, des logements décents avec de l'eau potable. Et à côté de tout ce qu'on peut faire pour la rénovation des espaces administratifs et des bureaux. Et donc, ça, c'est une mesure de mon secteur. Et je pense que d'autres secteurs ont pris des dispositions. Le ministère de la Santé, par exemple, nous a commandé des logements dans l'urgence pour le personnel hospitalier à Kindia et à Zérekoré ici, pour qu'on puisse les mettre à disposition des logements dans un délai rapide et qui viendrait, l'argent sera cette partie décaissée du fonds du ministère de la Santé. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Améliorer l'habitat, améliorer le cadre du travail, accompagner les fonctionnaires dans des formations professionnelles, les outiller par des équipements modernes. Voilà les 3 axes que le gouvernement va s'atteler à mettre en œuvre rapidement. Allez-y, Guiba, peut-être dernière question. Oui, monsieur le ministre, question factuelle, c'est par rapport aux récupérations des biens de l'État. À Zérekoré, des voix se sont élevées à un moment donné, ça criait quand même. Dans le cas des démolitions de certaines bâtisses, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain et qu'est-ce que disent les citoyens par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Ça, c'est la première question. Deuxième, c'est une zone quand même conflictogène. On a vu ce qui s'est passé lors du 3e mandat, le double scrutin, avec ces 4 morts. D'aucuns disent que des corps auraient même été enfouis au niveau de la forêt de 1er mai. Est-ce que le gouvernement a essayé de s'intéresser à ce dossier? Si oui, et qu'est-ce qui va se dégager? D'abord, sur ce qui concerne les récupérations des biens, aucun bien, sur l'ensemble, aucun bien n'a été récupéré et cassé ici à Zérekoré ou à l'Abbé, d'après les constats que nous avons, ou ailleurs. Les démolitions qui sont en cours, ce sont les démolitions qui concernent la libération des emprises sur les voies. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, les gens construisent jusqu'à quelques millimètres seulement de la voie publique. Or, il y a une distance raisonnable sur laquelle on doit construire. Ce sont ces maisons-là, ce sont souvent des constructions de fortune ou des boutiques qui ont fait l'objet de destruction partout dans le pays. Ce ne sont pas les biens qui sont indexés comme devant faire partie de la récupération des biens de l'État. Pour cette opération, comme vous l'avez suivi, le CNRD a annoncé un moratoire pour la saison des pluies et puis permettre l'examen au cas par cas des situations qui sont des maisons et des immeubles qui sont concernés. Donc cela n'est pas encore fait. Ce qui est clair, c'est que le moratoire qui a été annoncé a soulagé les populations partout et ça fait l'objet de notre communication aussi dans le Conseil des ministres. Tout le monde est soulagé par ça et on informe les gens et on invite les citoyens qui sont concernés à préparer leurs dossiers, à se présenter devant les commissions
mises en place par le CNRD pour apporter les preuves de la propriété des biens qui sont indexés là. Et je pense que c'est ça l'examen au cas par cas. Nous devons profiter de ça. Et donc nous usons aussi de cette période-là pour faire de la pédagogie, pour expliquer le sens de ces opérations de récupération des biens de l'État et surtout faire en sorte qu'ils ne soient pas exercés, vus seulement sous les prismes politiques ou d'autres prismes, et expliquer le contexte, expliquer ce qui se passe, faire de la pédagogie et échanger avec nos concitoyens. Et je pense que c'est une pause qui permet aussi de faire ça. Maintenant, pour ce qui est des violences, oui, Zéro Corée a toujours été l'épicentre des violences ici, des violences de tout ordre, des violences communautaires, des violences politiques, des violences même régionales, avec ce qui est arrivé dans le conflit des pays voisins. Et ce constat est là, et on parle de plusieurs charniers dans la région. C'est pour ça qu'il était important de contextualiser le discours du Premier ministre que certains ont essayé de travestir. Quand il parle, il s'adresse à cette jeunesse-là. Il s'adresse à ces populations-là qui a trop souffert de ça. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter sur une phrase peut-être que certains peuvent considérer comme malheureuse, mais c'est de faire en sorte que le contexte dans lequel on parle soit compris, parce que nous sommes devant une population qui a trop souvent souffert de la violence. Vous pensez que le contexte, les propos du Premier ministre ont été sortis de leur contexte? Parce que les gens pensaient que c'est une façon de perpétuer l'idée selon laquelle manifestation est signe de mort en République de Guinée. On comprend aussi la sensibilité de nos concitoyens quand c'est ces questions-là, mais quand on va jusqu'à imaginer que c'est préparatoire à ce qui va être arrivé, je pense que c'est trop dire. Les gens perdent beaucoup le sens quand même de certaines responsabilités. Autant on peut imaginer et s'indigner des propos de tel ou tel responsable, autant que ce n'est pas acceptable de les travestir au point d'en faire un appel à la violence. Et ça, ce n'est pas le propos du Premier ministre et ce n'est pas le contexte dans lequel il s'est exprimé. On est dans un territoire sinistré qui a souffert de ça, qui vit encore les stigmates de ce conflit, parce que, rappelez-vous, ne serait-ce que la question des patriarches, c'est une question qui est encore assez problématique ici dans la région de Zéro Corée, et quand on sait qu'il y a 2 ans, ce qui a été vécu ici par ces populations-là, il faut respecter ça. Et c'est dans cet esprit-là, dans le but de rassembler, de renforcer l'unité, de prêcher la paix que le Premier ministre a exprimé, et pas celui de attiser la haine ou de préparer... D'accord. Alors, l'autre question, peut-être la dernière, en tout cas pour moi, c'est bien toute cette volonté exprimée de construction des logements, de 20 logements par-ci et par-là. Mais de l'autre côté, on a écouté le Premier ministre, les caisses sont vides. Est-ce que cette volonté, à votre avis, peut être sous-tendue par des moyens aujourd'hui qui vous permettent de les réaliser, ou ce sont simplement des promesses ou des annonces? Non, c'est pas des promesses. Les caisses sont vides. Je ne sais pas ce que vous entendez. Le Premier ministre n'a certainement jamais dit que les caisses sont vides. Il a dit, pour la première fois, on a eu les caisses pleines, entre guillemets, parce que les ressources, avec le gel, avec le meilleur contrôle de la nationalisation sont là. Maintenant, notre budget est un budget qui est faible par rapport à la dette colossale qu'on a héritée. On a parlé de 4 000 milliards de dettes qui existent, alors que le budget annuel est de 3 000 milliards. Ça veut dire que si on prend tout notre budget, on met dans la dette, on sera encore endetté à la fin. Et donc, c'est cette contradiction que le Premier ministre a voulu lever. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a de l'argent disponible que c'est immédiatement décaissable, parce que le décaissement de l'argent obéit à des processus qui peuvent donc allonger le délai entre l'annonce et la réalisation. Mais ce ne sont jamais des promesses en l'air. Et c'est ce qui est important. Même ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que le fait de dire aujourd'hui, on va faire 20 logements administratifs par préfecture, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on commence on donne instruction aux directeurs préfectoraux de délimiter les terrains de 5 hectares par préfecture, de remonter ça, d'envoyer les équipes techniques, de produire les DAO, et puis avant ça, les avant-projets sommaires, plus les documents d'appel d'offres, de faire les appels d'offres. Si on utilise un appel d'offres classique, l'opération peut prendre 8 mois avant l'attribution du marché. Une fois que les marchés ont fait, il faut attendre le décaissement des avances de démarrage, puis le démarrage. Ça veut dire que toute cette opération pourrait ne démarrer que dans 12 à 13 mois. Ce n'est pas parce qu'on a dit aujourd'hui que demain, le chantier va être ouvert. Il faut aussi faire de la pédagogie pour que nos concitoyens comprennent
que quand une autorité dit quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme si il faut aller à la banque, ouvrir le compte, prendre l'argent et payer. Il y a un mécanisme de contrôle, surtout avec l'exigence de redevabilité qui devient de plus en plus un souci permanent pour ceux qui dirigent. Ça veut dire que chacun va faire attention à la fois sur les mécanismes, sur les attributions, sur les décaissements et sur l'ensemble des processus. Et ce qui peut rendre plus de contrôle, plus de temps, plus de délai, mais c'est une opération qui va se faire naturellement. D'accord, monsieur le ministre, peut-être attirer votre attention sur un fait. Des citoyens nous ont joint du côté de Koya, en l'occurrence à Frigiadi, pour dire que malgré la note que le gouvernement a sortie moratoire par rapport à la récupération des biens, que des autorités, certaines personnes continuent à aller dans les quartiers, à cocher des maisons, et même certaines zones, on a continué à détruire des maisons. Est-ce que vous avez eu vent de cela du côté de Frigiadi? Et on demande même à ce qu'il y ait une équipe se rende sur le terrain pour constater cette situation-là. Là-dessus, et moi-même, j'ai donné des instructions. Le directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de la DAPCHI s'est rendu sur place et a ordonné qu'on arrête les opérations de destruction même sur l'emprise de la voie publique, parce qu'en fait, il y a les destructions qui concernent les emprises sur la voie qui sont amalgamées avec l'opération de récupération des biens. Cependant, même si aller cocher les bâtiments peut s'appesantir à une contradiction par rapport à ça, mais si on dit qu'on fait un moratoire pour permettre aux gens de vérifier, de faire le contrôle au cas par cas, mieux vaut savoir quand même si votre bâtiment est concerné ou non. Je pense que c'est quelque chose, c'est un équilibre qu'il faut quand même tenir, parce que si on ne vient pas cocher votre bâtiment pour dire qu'il est concerné, le moratoire va passer, et puis vous allez vous retrouver concerné, mais vous n'avez pas eu le temps de venir quand même justifier votre propriété. Il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a une opération qui peut se faire. Mais si cela apporte la paix aux gens, ben, nous on demandera simplement à nos services d'arrêter, et puis voilà. Mais c'est bien de savoir si vous êtes oui ou non concerné par une opération de récupération, parce que ce n'est pas aller vous importuner, ce n'est pas, mais simplement faire cette marque-là indique que les lieux que vous occupez sont concernés par l'opération qui va se poursuivre après le moratoire. Donc c'est quand même un indice qui est là, mais personne n'est autorisé à casser quoi que ce soit, personne n'est autorisé à vider qui que ce soit de son domicile, et ça a été un message clair, sans équivoque du CNRD. Bien. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je tenais quand même à dire une petite parenthèse, parce que j'écoutais chez un de vos confrères tout à l'heure qui disait que le gouvernement se déplaçait ici avec plus de 100 véhicules, avec chaque ministre plus de 7 accompagnateurs, etc., etc. Je pense que tout ça, ce ne sont pas la vérité. Nous sommes en Guinée. Les gens qui se permettent de dire ça, ils peuvent appeler les préfets, appeler les gouverneurs pour savoir comment on est parti. Un collègue ou un confrère d'un autre média, c'est ça? Voilà, exactement, d'un autre média. Et je dis simplement ceci. Moi qui suis arrivé, nous sommes 3 dans mon véhicule. Ok? On est venu à 6 ici, mais on est 3 dans nos véhicules. 2, les caméramans et les autres qui sont avec nous pour le directeur le porte-parole là, ils sont venus parce qu'il faut bien qu'on enregistre et qu'on travaille. Ils sont venus dans un véhicule à 4 et nous sommes dans un véhicule à 3. Je ne vois pas, c'est pas un ministre un véhicule et puis un fonctionnaire un véhicule, on ne se déplace pas comme ça. Vous savez parfaitement que ce gouvernement est sobre dans la dépense et fait attention dans l'utilisation des biens publics, et c'est comme ça que nous avons voyagé. Nous partageons même les policiers là, les flèches qui accompagnent, c'est 5 ministres qui ont une flèche. C'est 5 ministres qui ont une flèche partagée. Donc vous comprendrez parfaitement que l'idée de dire qu'on se déplace avec des centaines de véhicules, on vient ici, ce sont des informations qui sont infondées et qui sont parfaitement en contradiction avec la réalité du gouvernement qui se déplace actuellement. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de... L'émission continue dans un instant. Démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Les GG, les grandes gueules. Beaucoup de choses à dire. Un peu de temps. Les vendredis, souvent, la journée est très courte. Alors, on va continuer avec cette autre actualité. Dossier Air Guinée, Cellou Dalein Diallo convoqué devant la CRIEF Djiba Milimoro. Oui, tout à fait. L'info est tombée hier.
Et beaucoup avaient commencé à faire un lien avec sa sortie du côté de la Gambie. Mais sauf que si vous regardez la date sur le courrier, vous constatez que ça a été émis bien avant. Et donc la CRIEF a été mise en place dans le cadre de la moralisation de la vie publique. On l'a dit, tous ceux qui ont été à un moment donné gestionnaires de la chose publique, aujourd'hui sont appelés à rendre des comptes devant cette institution. Vous avez vu déjà Kassori Fofana et tous les autres qui ont été entendus d'abord à la direction des investigations, ensuite transférés à la CRIEF et placés sous mandat de dépôt, même si Kassori doit être entendu aujourd'hui il va comparaître encore par rapport à un peu cette détention qu'il qualifie d'irrégulier par rapport au code de procédure pénale. Donc c'est Loudalin Diallo cette fois-ci, ancien Premier ministre, à l'époque, puisqu'on parle de dossier Air Guinée, il était le ministre des Transports. Alors ce qu'on lui reprochait dans ce dossier, c'est le fait qu'il ait signé cette convention-là. Et l'argument qui a été développé à l'époque quand le CRAS a fait le travail, il faut rappeler que cette commission d'audit qui a été mise en place sous la transition, qui a fait... La précision qu'il faut apporter, c'est que dans la convocation, il n'est pas indiqué affaire Air Guinée, il est indiqué détournement de deniers publics, corruption d'argent public, enrichissement illicite. Voilà, donc c'est toujours les mêmes charges générales qui sont données et qui aujourd'hui... pas précis. Voilà, donc nous... Puisque on fait le lien avec Air Guinée, donc c'est dans le même sillage que les Kassori. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup aujourd'hui dénoncent pour dire qu'il faut qu'à un moment donné, le procureur puisse quand même faire soit une conférence ou en tout cas qu'il fasse une déclaration pour dire aux Guinéens, nous poursuivons telle personne pour telle chose. Parce que, par exemple, les avocats de Kassori, moi j'ai écouté... Même si quand on prend le dossier Air Guinée, la façon dont c'est expliqué, la façon dont les transactions sont faites, c'est dans le cadre du détournement de deniers publics. Ça peut être classé dans cet ordre-là, même si on a besoin peut-être de plus d'indices, plus de précision dans le dossier. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'argument que beaucoup développent aujourd'hui, s'il s'agit de ce dossier, c'est qu'au moment des faits, on estime que la Guinée, puisqu'on sortait d'un régime socialiste, on s'est tourné vers un régime libéral. En 85, le gouvernement a décidé tout simplement de renoncer à certaines activités et donc de les libéraliser. C'est ainsi qu'ils ont décidé de libéraliser le secteur, par exemple, de l'aviation, le secteur des transports et beaucoup d'entités qui ont été tout simplement privatisées. Donc c'est dans cette optique que les autorités décident à l'époque de privatiser Air Guinée. Et donc c'est Mamad Silla, évidemment, qui s'est présenté et qui finalement a été l'acquéreur. Si vous regardez la convention, dans la convention, il s'agit qui pourrait éventuellement aussi aujourd'hui justement être convoqué et voilà. Cela a dit qu'on ne sait pas à qui le tour désormais. On ne sait pas quand ça s'arrête. Alors justement, il faut rappeler que dans la convention, on parle surtout d'un Boeing 737-200, un Dash 7, les pièges de rechange des 10 avions et tout ça. Bon, maintenant, maintenant il s'agit aussi de d'autres dossiers, on le saura. Mais d'un dans l'autre, moi ce que je relève quand même, c'est au niveau de la CRIEF. Parce qu'on l'a quand même dit, il faudrait qu'à un moment donné que le procureur accepte de prendre la parole. J'ai pu lire un document de procédure sur ce qui est en train de se passer au niveau de la CRIEF. C'est qu'on constate que si on vous dit détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, ce que les gens demandent au procureur aujourd'hui, c'est de dire, si vous dites détournement de deniers publics, quelle est la somme qui est mise en cause? Diba, toi tu ne le diras pas aujourd'hui. Non, tu ne feras pas ça aujourd'hui. Non, c'est pas je ne dirai pas ça aujourd'hui. On l'a dit la semaine dernière. Non, on l'a dit la semaine dernière ici. Non, je me contredis pas. Pour le cas Kassori, tu as été catégorique sur ta position. Non, mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce que... Non, mais attends. Je peux te rappeler tes propos tout de suite. Oui, mais la semaine dernière, le vendredi, on est revenu sur ce dossier ici. Le procureur Ali Touré, en disant qu'Ali Touré, dans cette procédure, n'a rien biaisé du tout. Il était dans une logique assez conforme à... Non, attention. Le vendredi, on est revenu sur ce dossier. Je finis. On est revenu... Attendez. Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de revirement. On est revenu sur ce dossier. Nous-mêmes, on a dit dans le studio, il faut que le procureur accepte de donner des détails. Si on l'a dit. Ce que je dis, ce n'est pas moi, ce sont les avocats qui l'ont dit, qu'ils ont fait une conférence la semaine dernière pour dire, nous demandons à ce que le procureur puisse communiquer, puisqu'il parle de détournement de deniers publics, il faut qu'on sache quel est l'objet du détournement, quelle est la somme. C'est pourquoi sur les 20 milliards de cautionnement qui ont été demandés à ce que Kassori paye, ils ont demandé, on ne peut que payer 1 milliard. Ils ont fait demander à ce qu'on accepte 1 milliard, parce que tout simplement, ils ne connaissent pas la somme qui est mise en cause, puisque la somme est fixée en fonction de l'affaire. Ça, on l'a dit, donc il faut que le procureur prenne la parole. Mais si on reste dans les généralités,
on va entretenir ce sentiment que les gens aujourd'hui pour dire on n'est pas en train d'aller vers la reddition des comptes, mais tout simplement on veut mettre des dossiers sur la table pour pouvoir quand même causer du tort à certains Régler citoyens. des comptes. Allez-y, Daouda Mohamed. Moi, je crois qu'il faut carrément qu'on sorte de cet esprit de règlement des comptes ou d'affaires personnalisées et autres. Aujourd'hui, personne, à mon avis, ne peut dire que c'est une action dirigée contre tel ou tel. C'est une action généralisée. Il y a les sortants du dernier régime qui sont dans les mailles de la justice, ceux qui sont venus avant eux, parce qu'on a réclamé, c'est nous-mêmes qui avons dit qu'on ne peut pas quand même, pour réparer les problèmes en Guinée, on ne peut pas quand même s'arrêter ou se limiter seulement aux 10 dernières années. L'histoire de la Guinée n'a pas commencé aux 10 dernières années. L'histoire de la Guinée a commencé bien avant et c'est là, il faut que cela soit su. Parce que c'est ici en 2000, l'histoire de la Guinée seulement. C'est que c'est le moment pour c'est le moment parce que si on reste dans ces petits calculs manichéistes là pour dire que non, puisque c'est celui d'Alain Diallo, il faut pas le toucher, les militants vont ceci, les militants disent par là. Personne ne l'a dit. Non, ça s'est dit. Ça s'est dit, Madame Hiro. Vous n'allez quand même pas dire que ça s'est dit pas. Ça s'est dit tous les jours. On n'a pas à toucher celui d'Alain Diallo parce que ça va être ceci. On n'a pas à toucher Kassori Fofana parce que ça va être ceci. Ils ont été touchés. Aujourd'hui, je me dis que celui d'Alain Diallo, c'est encore une fois, je le dis, c'est l'occasion ultime pour lui de se blanchir dans cette situation. Parce que tous les régimes, en tout cas après, de Sékou Touré et de Lansana Conté à aujourd'hui, parce que même vers la fin de Lansana Conté, l'affaire de Air Guinée revenait sur celui d'Alain Diallo. Sous le CNDD, avec Alpha Condé, et beaucoup d'autres situations se disent sur lui. On dit que c'est celui qui a eu le plus de longévité dans le gouvernement, dans les différents gouvernements de Lansana Conté. Il est ceci, il est cela. Mais si la CRIEF le soupçonne quelque chose, qu'il vienne répondre, et c'est là sans aucun bruit, à mon avis. Mohamed, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Nous sommes obligés d'observer, d'aller à l'écran publicitaire. Les grandes gueules reviennent dans 10 minutes sur Espace TV. La Guinée. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Vivez
vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant ? Galac Radio, Galac Radio, Womasigi, Woma Radio, Galac Radio. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Galac Radio. Galac Radio. Womasiki. Woma Radio. Galac Radio. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée.
Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous regardez à la télévision et qui nous écoutez un peu partout à travers la Guinée via nos antennes régionales, mais aussi grâce à nos sites partenaires. Vous nous écoutez sur guinénews.org, mais aussi sur guinée114.com et sur guinématin.com. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter via notre application que vous pouvez également télécharger sur vos différents Android et de nous écrire au 657 39 13 13. Vous allez le voir dans un instant. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages sur Twitter et sur Facebook. Du 4 au 18 juin prochain se tiendra en Tanzanie la première édition du concours de beauté Miss Jungle International. Au total, 36 pays se feront représenter par des candidates, de jeunes dames au visage d'ange compétiront pour s'adjuger la couronne. Le tricolore guinéen flottera parmi les nations de la beauté en lice et la responsabilité revient à la jeune guinéenne Miss Makia Bamba et mannequin professionnel résident au Maroc pour des raisons d'études. Makia n'est pas à sa première compétition internationale. Elle a raflé en février dernier la prestigieuse couronne de Miss Gold Africa devant des candidates venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Gabon. Elle sera avec nous dans un instant dans ce studio. Et puis le Festival des îles de l'Os démarre ce vendredi et doit se poursuivre jusqu'au 29 mai, donc ce dimanche. L'objectif est de faire la promotion de ces îles et inculquer l'esprit du tourisme aux Guinéens. Cette première édition est axée sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 100 jeunes insulaires déjà identifiés seront formés et accompagnés. C'est en tout cas ce que nous dit Alice Doré. Il est le commissaire général du festival, de ce festival donc. Il sera avec nous également dans ce studio. Mais d'abord, vos différentes réactions sur nos différents canaux. Peut-être pour commencer sur le 657 39 13 13 avec Abdul Khadr Dramé. Que nous disent vos différents messages. Bonjour Espace FM, c'est Jibril Takissa. C'est nous qui travaillons sur la route nationale Koya-Dabola depuis qu'on a commencé à travailler ici. Même le ministre des Travaux publics n'a pas visité les lieux. C'est donc un témoignage d'un citoyen qui travaille sur le terrain. Bonjour Yaya, toute l'équipe. Ceux qui disent que c'est l'occasion pour CDD de se blanchir, blabla, où étiez-vous lorsque le CNRD a démoli ça? Toujours avec vos différentes réactions. Bonjour les champions, c'est Goodluck Bako Touré depuis Mafanko. Ce conseil des ministres à l'intérieur du pays est une aubaine pour mieux cerner les défaillances du système de passage. Je salue le dynamisme et la transparence du gouvernement, plus particulièrement celui du ministre Ousmane Gawal Diallo. Toujours avec vos différents messages. De s'aimer le toyu-boyu, n'importe quoi. Réaction donc d'un auditeur. Ce message, nous allons partir avec un autre. Bonjour les GG, c'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou, Madame Hiro. Selon nos informations d'une source bien introduite, Mamadou Silla pourrait recevoir sa lettre de convocation au même titre que CDD ce vendredi. Bonjour les grandes gueules, dites à la CRIEF que les seuls responsables de ce qu'elle cherche sont Lansana Conté et Alpha Condé. Il le dit, c'est un auditeur, donc ce message n'est pas signé. Youssef Kaba nous écrit également. Une occasion en or s'offre à Selouda Diallo de se blanchir. Il gagnerait beaucoup en se présentant à la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun acharnement et aucune victimisation ne plaiderait en sa faveur. Tout cadre convoqué
devra accepter de se présenter à la justice. Et Youssef Kaba donc qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Falik aussi là. Toute culture qui s'isole s'étiole. Donc sans la justice, notre pays serait sans développement et chacun a son rôle pour le développement de notre chère Guinée. Merci Hiero. C'est Falik aussi là qui nous envoie ce message. On va basculer peut-être sur Twitter si on va voir si les tweets nous sont déjà parvenus. Non. Peut-être rester sur le 657 39 13. Oui, voilà, les tweets sont là. Bonjour les grandes gueules. La sortie du Premier ministre du côté de la forêt, c'est pas ce que nous attendions de lui et tous les autres ministres, car ils ne sont pas en campagne électorale. Je leur conseille donc de revoir leur copie en termes de communication, sinon ça va droit au mur. Hashtag espace GG Excellence Baldé Timbo. Excellence Timbo le Guinéen donc qui nous envoie ce message. Nous partons avec le nationaliste de Guinée. Bonjour les GG, le déplacement du président n'est pas un fait divers, c'est un fait concret. La présence du président à Zérékoré est nécessaire mais pas obligatoire. Occupez-vous d'autres sujets comme le cas de Cellou Dalein Diallo. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour le 13 juin prochain. Le nationaliste de Guinée qui nous écrivait donc sur Twitter. Nous continuons cette fois-ci avec ça. Khalifa Yombuno, bonjour les grandes gueules. Monsieur Antoine Kourouma, les propos du PM sont à l'image de ceux de Jésus crie aux femmes de Jérusalem en disant: femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Donc aucun jeune ne doit mourir pour un politique. Hashtag espace GG. Mori Pirlo Condé nous écrit également: bonjour Diadia, la présence du président. Voilà, je pense qu'on a lu ce message sur le terrain. Non. Voilà, il dit la présence du président n'était pas une nécessité à Zérékoré parce que tous ces ministres sont sur le terrain et les propos du PM ne sont pas mauvais puisque les politiques sont devenus une épine contre toute bonne action. Hashtag espace GG. Nous partons cette fois avec Ibou Diallo. Bonjour les grandes gueules. Le colonel président n'était pas aussi imprudent pour effectuer ce déplacement en forêt. Ce manque d'assurance du colonel Doumbouya est (39 13 13). On peut donc continuer avec Aboudou Sissoko. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. La convocation de Cellou Dalein Diallo dans l'affaire Guinée, c'est tout à fait logique dans l'ordre normal des choses. Aboudou qui nous écrivait donc sur Twitter. On va continuer toujours avec Ablaye Erako Diallo, cette fois qui nous écrit: bonjour la Diadia, cette convocation de Cellou Dalein Diallo est tout sauf surprenante. Moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit blanchi pour de bon. Si c'est le prix à payer, il est bien de prendre le risque, nous dit donc Ablaye Erako Diallo sur Twitter. Cette fois-ci nous partons avec Swalbou Wora. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des grandes gueules. Dites au PM qu'on ne meurt pas pour un homme mais pour une cause. Le combat pour la démocratie sera rude et sans arrêt. La résolution anti-système est impersonnelle. Monsieur le Premier ministre, faites ce que vous avez à faire et avançons. Hashtag espace GG sur Twitter. Peut-être un dernier avec Youssouf Mario Godze Camara. Bonjour les grandes gueules. Que CDD donne sa version des faits. Si aucune charge ne serait retenue contre lui, il serait libre de tout mouvement, histoire de mettre un terme à cette cabale visant à ternir son image. Pour le moment, il bénéficie de la présomption d'innocence. Toujours sur Twitter, cette fois avec voilà le nom que je ne vois pas clairement, mais il dit ceci: bonjour les grandes gueules. Respect à vous, la sortie du gouvernement Béavogui à l'intérieur du pays est plus que salutaire. Cela leur permettra de mettre à nu les défaillances du système. Pour citer le ministre de l'Habitat, le plan d'urbanisation de Lola date de 1962. Il répète donc ce que nous disait Ousmane Gawal Diallo tout à l'heure. C'est Adams Diallo. Le problème du Guinéen est connu de tout le monde. Il faut arrêter de faire semblant. Le colonel, un conseil de ministres délocalisé, qu'est-ce que cela va changer réellement? Qui sait combien de milliards
vont-ils dépenser? Il faut sortir du populisme, l'urgence est ailleurs. C'est Lou Adams qui nous écrivait donc sur Twitter. Nous allons peut-être lire quelques autres messages pour terminer. Nous partons avec Sinani. Bonjour Yaya et à toute l'équipe des GG. Nous interpellons le ministre des Travaux publics de recevoir la situation du rond-point de Kisoso pour éviter le pire avant la grande saison pluvieuse. Bonne prière de vendredi à tous. Sinani donc qui nous envoyait ce message. Pour le taureau de l'Insan cette fois, bonjour Yadia, le ministre des Travaux publics doit dépêcher une équipe, une inspection à l'intérieur du pays pour vérifier les travaux de bitumage de la route Koya-Dabola, car dans certaines zones, la délégation a déjà commencé et les caniveaux sont petits, sans parler de la petitesse de la route. Donc, quelques messages que nous ne pouvons pas tous lire parce que vous êtes très très nombreux. Merci de votre fidélité, mais nous continuons le cours normal de cette émission. Antoine, on a vu hier cette actualité, le procureur Charles Wright qui fait un détour du côté de la maison centrale de Conakry. Oui, mais je voulais me prononcer sur le cassé d'idées. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a deux invités. Oui, on a deux, en une minute alors. En une minute. Non, en une minute, Antoine. En une minute, on n'a pas beaucoup de temps, on a deux invités là. C'est pas grave. Permettez que je commente cette actualité parce qu'elle est importante. Alors, je sais qu'il était tué. Les grandes gueules. Bon, une minute s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps. Djiba a pris tout son temps, Daouda aussi. Permettez que je dise en quelques mots. Je ne vais pas être long. Permettez que je me prononce là-dessus. Cette convocation adressée à Cellou Dalein Diallo, pour moi, ce n'est pas surprenant parce qu'il y avait une information judiciaire qui avait été ouverte au mois de février. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la convocation, on s'est dit qu'il fallait forcément s'y attendre. C'est la date qu'on ne savait pas. Parce que la plupart de ceux qui sont en détention aujourd'hui il y a eu pratiquement la même procédure qui a été enclenchée contre eux, sauf que pour le cas Cellou, il y a une certaine particularité. C'est lourd, on a fait le constat qu'il a quitté Conakry depuis quelques semaines, voire des mois. Il est désormais établi à l'étranger. Certains ont dit qu'il était... Bon, c'est le constat que nous faisons. Non, Antoine. Non, c'est le constat qu'on fait. Tu ne peux pas dire qu'il est établi. Bon, il est en séjour à l'étranger. Voilà. Il y a des cadres de son parti qui ont dit qu'il était en mission du parti. En tournée. Sauf que on constate que Cellou sort rarement de Guinée. Quand il sort pour quelque temps après, il revient. Il a été à la Mecque, par après il a continué dans d'autres pays et on a fait le constat qu'il s'est beaucoup plus établi au Sénégal et c'est là qu'il reçoit désormais des visites et qu'il fait des meetings. On a vu le meeting de la Gambie. Est-ce que Cellou est en exil? C'est la grosse question. Je pense que la date du 13 juin prochain va déterminer s'il va revenir ou pas pour répondre à cette convocation de la justice. Mais ce que je relève dans la convocation adressée à Cellou, c'est qu'il est clairement mentionné qu'il est convoqué pour des faits de détournement de deniers publics, de corruption d'agents publics et d'enrichissement illicite. Jusque-là, il n'y a pas de précision autour des dossiers pour lesquels il est poursuivi. J'entends les gens dire Air Guinée. La justice, dans la convocation adressée à Cellou, la CRIEF notamment, n'évoque pas l'affaire Air Guinée. Oui. Il reste vague sur les faits reprochés à Cellou, comme il a fait pour le cas de Kassouri et les autres. Et dans la convocation, au pied de la convocation, il y a une précision qui est faite par les juges d'instruction. Ils indiquent clairement que si il y a une absence injustifiée de la part de Cellou, un mandat de comparution va lui être adressé en application de l'article 211 du Code de procédure pénale. Donc, je me dis une mise en garde? Non. C'est une sorte de mise en garde? Oui. Donc il est obligé de venir. S'il ne vient pas, on va le contraindre à venir. Et donc Cellou, c'est une sorte de défi qui lui est lancé et à lui de le relever. Bien. Même s'il y a des personnes qui pensent c'est pas évident qu'il vienne en Guinée parce qu'il se dit qu'il n'y aura pas, la procédure ne sera pas respectée, il va être mis en détention comme Kassouri et les autres. Parce que si Kassouri a été en détention, c'est pas exclu que Cellou le soit aussi. Maintenant, il y a quand même des questions qui sont soulevées sur l'affaire Cellou. On a vu sa sortie d'avant-hier en Gambie, parlant de ces derniers désarrois par rapport à ce qu'il subit avec le CNRD. Cellou a rappelé qu'il a été sorti de sa maison à Dixine. Sa maison de l'Abbé a été cochée par les autorités. Il y a une plantation à Koya qui a été aussi indexée, qui va être récupérée. Donc, lorsque vous voyez tout cela, on va dire que c'est un sale temps pour Cellou Dalein Diallo. Sale temps pour lui. On a l'impression que c'est un ciblage qui est fait. Ah ben, parce que lui, il n'est pas le premier là. Attendez que je finisse. Il n'est certes pas le premier, mais il y a des actions répétées qui peuvent laisser croire qu'il y a une certaine indexation sur lui.
Les grandes gueules. Dans l'affaire de récupération des biens entre lui et Sidya Touré, on a récupéré les biens au même moment. Sauf que lui, son bâtiment a été détruit, ce qui n'a pas été le cas pour Sidya Touré. À l'abbé, c'est vrai, il est établi sur un domaine de l'État, il n'a pas contesté cela, il a dit que c'est pas arrêté qu'il a bénéficié de ce domaine-là de ce côté. Comme celui de Conakry d'ailleurs. Le côté de Koya également, il a indiqué que son domaine, sa plantation qu'il y a été indexé par les autorités. Moi, ce que je veux relever dans tout ce qui se passe avec les acteurs politiques, c'est une occasion, plus que jamais, qui est offerte à Cellou pour montrer à la face du monde que tout ce qui est dit autour de lui n'est pas fondé. Qu'il vienne répondre devant la justice, parce que c'est une affaire qui n'est pas politique. Il doit répondre de ses actes par rapport à sa gestion du passé. Si Kassori est interpellé et bien d'autres ministres sont passés devant la justice, Cellou n'est pas au-dessus de la loi. Cellou est injusticiable comme tout le monde. J'entends certains qui ont tendance à vouloir politiser cette affaire qui est judiciaire. À mon avis, il y a un discours que doit tenir le parti UFDG, c'est de dire à certains militants de ne pas faire d'amalgame. Cellou est convoqué pour sa gestion du passé. Il est convoqué parce qu'il a été ministre dans ce pays. S'il veut être président dans ce pays, il est important que toute l'humanité comprenne si tout ce qui lui a été porté, tout ce qui a été porté contre lui durant toutes ces années, si ça a été un acharnement ou que les dossiers tels que ça a été soulevé sont fondés ou pas. Donc je me dis que Cellou, à mon avis, doit faire preuve de grandeur en se présentant en Guinée. S'il ne le fait pas, ça serait un exil doré qui va désormais vivre à l'étranger, parce que pour moi c'est historique ce qui va se passer le 13 juin. Si Cellou revient en Guinée en répondant à la justice, même si derrière il n'y a pas de garantie pour qu'il rentre chez lui à la maison, parce que s'il n'y a pas de garantie, il n'est pas exclu que Cellou parte en prison. Personne n'a de garantie. Les autres n'ont pas eu de garantie. Justement, mais si Kassori vous dit qu'il va rentrer à la maison, faut pas déjà effrayer. Non, parce que certains parmi eux pensent que l'objectif du CNRD, c'est d'écarter certains acteurs politiques. Ça se dit. Et là, ce serait vraiment dangereux d'aller dans ce sens. C'est ce que certains pensent. Même si dans les façons de faire, on voit que le CNRD n'est en train de favoriser personne. Parce que même ceux à qui on pensait comme étant des personnes pour qui le CNRD roulait, le CNRD a montré que ce n'est pas le cas. Je vais citer les cas du RPG. Le RPG qui était parti au pouvoir récemment a été inquiété par le CNRD. Donc aujourd'hui, dans les actions qui sont faites, on constate largement que tout le monde est impacté par les actions qui sont en cours. Donc c'est lourd. Lorsqu'on prend des arguments parfois fallacieux, comme quoi il y a un acharnement contre sa personne, je ne crois pas au regard des actions larges qui sont en train d'être faites. Et pour moi, le 13 juin sera mémorable si Cellou ne se présentait pas en Guinée, parce que ça pourrait gâcher sa carrière politique s'il ne venait pas. Ça pourrait le contraindre à faire face à d'autres actions qui ne seraient pas qui seraient préjudiciables pour lui. On va rester avec toi, Antoine, avant de recevoir notre invité pour parler de cette tournée de Charles Wright à la maison centrale de Corentin. Oui, on a tous suivi hier monsieur le procureur général qui a été à la maison centrale pour une fouille systématique des cellules, également au niveau des détenus. Il a été relevé hier qu'il y a plus de 40 téléphones portables qui ont été saisis. Il y a eu du chanvre indien qui a été saisi, également des armes blanches qui ont été saisies hier à la maison centrale. Et le procureur, selon nos informations, a saisi un téléphone avec un ministre, un ancien ministre de la République. Et les téléphones ont été remis au régisseur. Le chanvre indien a été incinéré dans la cour de la maison centrale. Et donc, pour moi, c'est une action qui ne doit pas être sporadique, qui ne doit pas être éphémère. Elle doit être continuelle parce que ça permet d'avoir une idée de comment les détenus se comportent en détention. J'apprends qu'il y a plus de 1200 prévenus à la maison centrale de Conakry. 400 seulement sont passés devant un juge d'instruction. Plus de 700 ou 800 aujourd'hui attendent de pouvoir passer devant un juge d'instruction. Donc, il y a celui qui a tenté de s'évader hier fait partie de ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Robanet. Là, quand il y a eu ces bousculades de ce côté, depuis 2014, il n'a pas été jugé. Mes informateurs me disent qu'aujourd'hui, quand vous le voyez, son physique, il a complètement fondu. C'est les os que vous voyez, il est comme un Somalien qui est squelette et tout cela. Il a tenté de s'évader hier, mais n'a pas pu. Il n'est pas jugé jusque-là. Et donc, ce serait important que le procureur, comme il a promis
de faire en sorte que ceux-là qui sont en réunion centrale, qui n'ont pas de situation, qu'on ait une idée sur les raisons pour lesquelles ils sont là-bas. S'il n'y a pas de charge véritable portée contre eux, mais qu'on les libère finalement. Et donc, pour moi, c'est une action qui est salutaire. Ça fait quand même des années qu'on garde une personne en détention sans qu'elle ne soit jugée. Il y a eu évasion à Forêt-Carrière. 11 détenus ont quitté la cellule avant-hier, dans la nuit, lorsqu'il pleuvait. À Zérékoré, et les gardes là-bas sont placés en détention. Le ministre a fait une tournée hier à la maison centrale de Zérékoré. Son constat, il est triste. Je le rappelais tantôt à l'entente de l'émission. Je disais que les prisonniers de ce côté mangent une seule fois par jour à 14h. Et parfois, c'est des nourritures qui ne répondent pas à certaines normes. On les appelle parfois les sakarabas. C'est parfois... c'est tout sauf de la nourriture équilibrée. Et donc, c'est un peu le constat d'hier avec cette tournée. C'est vraiment désolant ce qu'on a vu. Et ce qu'il faut quand même... c'est qu'il faut dénoncer dans ce dossier, c'est que au-delà même de cette tournée du ministre, on se souvient que du procureur, d'autres ministres l'ont fait de par le passé. Ils ont constaté que Gassama l'a fait, même Sako l'a fait, Cheikh Sako, et à l'époque ils avaient mis en place deux commissions, une commission sur les prisons, mais aussi sur les détenus. Donc, commission en prison, c'est ce qu'ils ont fait des recommandations. À un moment, on parlait de Yorokogia, de cette maison de détention qu'on devait faire à Yorokogia. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Le domaine aujourd'hui annexé par des citoyens. Je pense que lorsque vous constatez que des accusés et des condamnés sont tous mis dans la même pièce, c'est que c'est déplorable. Je pense que c'est le dysfonctionnement de la justice aujourd'hui qui nous met dans ce scénario-là. Quand vous dépassez la détention préventive, c'est que ce n'est plus une personne en garde, ça devient une prise d'otage. Je pense qu'il faut que la justice, rapidement, Charles Wright, comme il est très dynamique, je pense que les dossiers vont être renvoyés devant les juridictions pour ceux qui doivent aller en instruction pour que cela soit fait. Est-ce qu'il va y avoir un non-lieu, on vous libère, ou tout simplement vous êtes inculpé et le procès doit s'en suivre? Bien, allez-y rapidement, Daouda. Ce qui est alarmant ou ce qui est inquiétant dans cette situation, quand on prend par exemple, parce qu'il y a eu un tableau qui a été présenté, 1692 détenus, 1266 prévenus, 426 condamnés. Vous voyez l'écart? Et 63 étrangers, parmi lesquels il y a 22 condamnés. Mais il y a également 108 mineurs. Sur les 108 mineurs, il n'y a que 16 qui sont condamnés. Les autres ne sont que des prévenus. Ils sont détenus là. C'est incroyable. Pourquoi tout cela? Et que l'autre aspect que le procureur a relevé, c'est que dans la même maison centrale, il y a des prisonniers qui utilisent les réseaux sociaux pour arnaquer dehors. Oui, ça a été dit. Voilà, qui arnaquent dehors à partir de la prison. Qu'est-ce que qu'est-ce que les gardes pénitentiaires sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en complicité? Ce sont d'autres questions qu'on se pose quand on les voit dans leurs réclamations. On les a bien accompagnés. Oui. On les a bien accompagnés, mais il faut aussi qu'ils fassent bien leur travail. Et l'autre aspect qui a été relevé, c'est bien les déférés de la CRIEF qui détiendraient des téléphones sur eux. Et le procureur, il a rappelé qu'il faut leur retirer les téléphones parce que lorsqu'on leur laisse les téléphones, ça peut être aussi des moyens de faire disparaître dehors des preuves pour lesquelles ils sont condamnés. Alors s'ils doivent continuer à détenir les téléphones, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'on les maintienne en prison. On peut les laisser dehors. Ils pouvaient être en résidence surveillée. Dans ce cas. Voilà. Mais le record de chanvre indien, Forêt-Carrière chapeau, parce que dans la maison centrale de la prison civile de Forêt-Carrière, 910 kg de chanvre indien retrouvés, alors qu'à Conakry on a trouvé que 9 kg. On va dire chapeau au Forêt-Carrière. Il y a beaucoup plus de camarades là-bas. Tu vas vérifier, ils sont nombreux là-bas. Même pas. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission continue dans un instant avec notre invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée.
Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt. Mais aussi sur Espace TV, je vous l'annonçais à l'entame de l'émission, du 4 au 18 juin prochain se tiendra en Tanzanie la première édition du concours de beauté Miss Jungle International. Au total, 36 pays se feront représenter par des candidates, de jeunes dames au visage d'ange compétiront pour s'adjuger la couronne. Le tricolore guinéen flottera parmi les nations de beauté en lice et la responsabilité revient à la jeune guinéenne Miss Makia Bamba. Elle est mannequin, elle est avec nous dans ce studio. Bonjour Miss, bienvenue. Voilà, bien. Bonjour Miss. Bonjour à tous ici et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir reçu ce matin. Bien, allez-y Mafoudia pour la première question. Et à ce concours, est-ce une première à l'international? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est pas ma première participation à un concours international. Rapprochez-vous du micro. Voilà. Ça va être un peu compliqué avec la couronne de Miss. Ça vous. Non, allez-y, maintenez vous n'avez pas à la lever. Hein. Voilà, rapprochez-vous juste du micro. Voilà, juste. D'accord, je disais que c'est pas ma première participation à un concours international. J'ai déjà compéti dans un autre concours international au Maroc, Miss Gold Afrique. Oui. Et j'ai été couronnée le 22 janvier 2022. Et là, j'ai représenté la Guinée et j'ai été repérée sur un podium pour ce concours, Miss Jungle, et par le comité d'organisation. Ils m'ont demandé si je pouvais passer un casting parce qu'ils étaient intéressés par mon profil. J'ai passé le casting. Très bien. Voilà. Là, ça passe mieux. Ok, ça passe mieux. J'ai passé le casting et j'ai été retenue pour représenter la Guinée. Et la compétition est composée de 36 pays, d'un peu partout dans le monde. Et voilà, je suis la représentante de la Guinée. Très bien. Alors, la représentante de la Guinée, qu'est-ce qui est fait ici pour vous accompagner? Parce qu'on a dit que c'est du 4 au 18 juin prochain, c'est proche. Est-ce que vous êtes entré en contact avec le département? Comment ça se passe, les préparatifs? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Quelle structure même vous accompagne? Je suis accompagnée par la SAISCOM. Senkofi, parce que je l'ai contacté depuis au Maroc. Le comité voulait l'approbation du comité d'organisation de Miss en Guinée. Et vu que le comité n'était pas en place, et là j'ai directement contacté Senkofi de m'accompagner. Il a signé tout ce qui était nécessaire comme papier, comme accompagnement. Et par aussi le ministre de la Culture. Je devrais le voir normalement le vendredi et ça coïncidait au départ des ministres à l'intérieur. Jusque-là, j'ai pas eu d'accompagnement pour le moment. En tout cas, j'ai déposé les lettres un peu partout dans les ministères parce que je suis aussi venue avec un projet d'environnement contre la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique. Voilà. Et j'ai lancé un appel solennel au gouvernement, à tout un peuple guinéen de m'accompagner parce que j'en ai vraiment besoin. Ça fera un de plus pour moi à Tanzanie, bien sûr, si je suis accompagnée par la Guinée. C'est pourquoi je suis là. Bien, allez-y. Alors, quand vous dites d'être accompagné, si tu permets, qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités, des bonnes volontés? Qu'est-ce que vous attendez réellement? D'accord. Alors, tout ce qui parle de compétition internationale demande de soutien financier, de soutien financier et moral. Donc, j'en ai vraiment. Financier, ça implique quoi avec les détails, le billet d'avion, tout ce qui est séjour, accoutrement, parce qu'il faut être bien présenté. C'est vrai, la beauté, il ne s'agit pas seulement de la beauté intellectuelle. La présentation aussi, ça compte beaucoup parce que avant tout, c'est une question de mise. Voilà. Alors justement, et c'est vrai que, espérons que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Une fois là-bas, et comment le concours se déroule? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'on vous a dit et comment ça va se dérouler? Bien sûr, ça serait sur 2 semaines, du 4 au 18 juin. Donc, j'ai besoin des accoutrements pour me présenter chaque jour. Il y aura, on va rencontrer le président, la présidente, parce qu'actuellement, à Tanzanie, c'est une présidente, d'accord. On va rencontrer la présidente, on va faire le tourisme, aller à Safari. Donc, c'est pas trop. En tout cas, il y a beaucoup d'autres. La finale se tiendra à Dar Salam. Alors, on sait que quand vous parlez d'accoutrement, c'est aussi des stylistes. On en a en Guinée. Est-ce que Senkofi, le nouveau barbu, il a engagé déjà des concertations auprès de ces stylistes et autres, des maisons de couture? Oui, j'en ai contacté d'autres, moi-même, les stylistes. Comme il y a Guinée Fashion Fest, ils sont occupés par ça. Et donc,
comme j'avais pas assez de temps quand j'étais au Maroc, j'ai déjà fait ma tenue de soirée et tout, mais pour l'expédier maintenant, voilà. J'en ai contacté en tout cas d'autres stylistes et aujourd'hui j'ai rendez-vous aussi avec Safi et Maf. Il faut beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire un projet pour que les gens soient situés sur qu'est-ce qu'il faut faire, quels moyens, de combien vous avez besoin? Est-ce que vous avez pensé à cela? Exactement, j'ai fait le devis. Alors moi, je voudrais en apprendre davantage sur vous. Vous êtes Miss. Parlez-nous de vous, de vos études, de votre formation et de vos ambitions. D'accord. De base, je suis mannequin professionnel. J'ai vécu au Maroc depuis 4 ans. Et là-bas, je suis téléconseillère. Et tout a commencé en 2010. Téléconseillère, ça veut dire quoi? Téléconseillère. Bon. Téléconseillère, nous appelons les prospects à l'étranger. En France, par exemple, pour les ventes de l'isolation. Je suis dans l'énergie. Donc, j'ai fait aussi une formation en gestion des entreprises. Pour preuve que j'avais créé ma propre marque de parfum. Voilà. Et je suis mannequin professionnel. Tout a commencé en 2018 quand j'ai effectué mon voyage sur le Maroc. Je travaillais en même temps, je postulais parce que je suis une très grande passionnée de mode. Après ma participation à de nombreux concours de beauté, j'ai découvert cette passion en moi pour les podiums, pour la mode, ce qui fait de moi aujourd'hui une mannequin professionnelle. Et là, quelles sont vos ambitions? Comment vous vous projetez? Les ambitions, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de projets. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça. Je suis revenue avec un projet d'environnement et je défends les causes de verdissement, la végétalisation des villes pour lutter contre la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique. C'est un sujet qui est très sensible aujourd'hui partout dans le monde entier. Que ce soit des entreprises, les maires, les politiciens et les citoyens, ils se mobilisent tous aujourd'hui pour lutter contre la pollution de l'environnement. Et je sais la Guinée aussi en fait partie. Parce qu'on vit dans le quotidien le réchauffement climatique. Allez-y, Guiba. Alors justement, c'est un projet sur l'environnement. Et ce qui m'amène à poser la question de savoir, est-ce que vous avez pu rencontrer la ministre de l'Environnement? Si oui, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et voilà, par rapport à cette initiative. Ou bien qu'est-ce qui est prévu? Ou qu'est-ce qui est prévu? D'accord, pour le moment, je ne l'ai pas encore rencontré. On a déposé des lettres. On n'a pas eu de suite pour le moment. D'accord. Voilà. Bien. Alors peut-être pour terminer avec vous un dernier message. Quel message vous pouvez envoyer aux autorités qui certainement sont à l'écoute, ou bien à d'éventuels sponsors qui pourraient vous aider dans ce combat que vous avez, parce que vous partez ici, vous représentez quand même le rouge jaune vert. Exactement. Voilà, c'est pourquoi je suis là, c'est pour avoir le soutien de tout un Guinéen, le soutien des autorités guinéennes. Je l'ai dit, tous ceux qui parlent de beauté, de concours de beauté, surtout à l'international, je suis pas la seule. Chaque pays a une représentante, donc elles seront toutes là prêtes. Donc je veux aussi partir prête pour honorer la Guinée, pour hisser de très haut le drapeau guinéen. Voilà, Makia Bamba, mannequin professionnel, candidate pour Miss Jungle internationale. C'est la jungle, voilà, Miss Jungle internationale. Nous espérons que vous allez nous ramener la couronne ici en Guinée. Inch'Allah, en tout cas, je ferai le maximum pour amener la couronne. Ah, merci. Il fallait que tu le dises. Oui, mais il faut le dire. Non, mais j'ai dit, il fallait que tu le dises. Depuis qu'elle est là, tu prends soin. Le micro, la chaise et tout. J'ai vu un commentaire pour lui, mais Guiba, tu l'as regardé. Que Diba la guette, mais elle est en face de Guiba. Et moi, elle est c'est incroyable comment ces gens peuvent être attentionnés dans ce studio. Nous, on vient nos chaises, on lutte avec. Personne ne nous aide. Mais dès que c'est leur entrée, c'est non, mais on dit que les étrangers sont rois. Il fallait que je tienne la robe, il fallait que je positionne bien le micro. C'est quand même normal. Il a ramené la robe. Et peut-être que ça va lui porter chance de nous ramener la couronne. Je vais encore davantage tenir votre robe, madame. Il y a Théa Couture qui en direct nous envoie un message. Je demande à la ministre de passer le voir. Super. Ça commence bien. Makia Bamba, merci d'être passé. Merci beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs et merci à Espace de m'avoir reçu dans cette émission GG. Je suis vraiment ravie. Le siège de Théa Couture. Théa Couture, c'est un on va essayer de gérer ça après l'émission. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire. L'émission continue dans un instant avec notre deuxième invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes
Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. On en vient à cet autre sujet, le Festival des îles de l'Os qui démarre donc ce vendredi et doit se poursuivre jusqu'au 29 mai. L'objectif est de faire la promotion de ces îles et inculquer l'esprit du tourisme aux Guinéens. Cette première édition est axée sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, 100 jeunes insulaires. Donc déjà identifiés seront formés et accompagnés. C'est en tout cas ce que nous dit Alice Doré. Il est le commissaire général du festival. Il s'installe avec nous à l'instant ici dans les Grandes Gueules, dans l'émission Les Grandes Gueules et sur Espace TV. Alice, bonjour, bienvenue. Bonjour la grande Djadja, comme on le fait habituellement, notre ami Djiva. Bienvenue, alors on parle de ce festival, c'est une première, c'est la première édition. D'où vous est venue l'idée d'organiser un festival des îles? Bon, d'abord, c'est pas ma première fois. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours saisir les opportunités. Mais pour les îles, c'est une première. C'est une première, oui, c'est une première. Très bien. On s'est rendu compte que les côtes guinéennes volet culturel n'étaient pas beaucoup développés. On s'est dit pourquoi ne pas penser créer un événement culturel de ces côtés, une manière de faire en sorte que toutes les entreprises en termes de team building se retrouvent autour d'un idéal qui est la culture. Voilà comment l'idée est née. Bien, allez-y Mafoudia. Festival des îles, des îles de l'Os. Qu'est-ce que vous allez vendre? Qu'est-ce qui est mis sur table? Je veux dire, qu'est-ce que vous ferez découvrir? Bien, dans ce festival, il y aura deux grandes activités. Nous aurons l'activité culturelle, bien entendu, et l'activité sportive, dont la partie la plus attractive est la course à la pirogue, qui, d'antan, les insulaires le faisaient, et il y a belle lurette, cela a été mis dans l'oubliette. Donc, c'est dit pourquoi ne pas faire en sorte qu'on essaie de vendre cette activité qui est un peu la propriété de ceux qui vivent uniquement des activités maritimes. Ok, à part justement la belle plage, culturellement, qu'est-ce qu'on retrouve sur les îles de l'Os? Bon, hormis déjà la plage qu'on retrouve, qui est naturellement l'aspect le plus connu, il y a toute une richesse qui est liée déjà aux produits de mer, à savoir les poissons, à savoir aussi également les gambas et autres. Mais nous, dans ce volet, on aura aussi également un marché dédié un peu à ces produits pour ceux qui feront le déplacement durant la sens, non seulement d'avoir ces produits de mer à disposition et pour qu'on puisse, pour une manière aussi d'essayer d'accompagner cette population qui ne vit que de ces produits de mer. Bien, allez-y, Djiba Mimouna. Quel est aujourd'hui le rôle que joue l'ONT, l'Office national du tourisme, dans ce projet-là, ou disons à peu près le département? Est-ce que vous êtes en synergie avec eux et qu'est-ce qui est prévu? Parce que ce que vous faites, vous donnez une visibilité quand même à nos sites. Tout à fait. L'ONT est notre partenaire direct et leur contribution, déjà, j'informe qu'après la cérémonie d'ouverture qui va se tenir dans un mois à l'autre, on a prévu de faire c'est-à-dire un reboisement sur la place de Soro, en restaurant cette plage avec pas mal de cocotiers, dont l'ambassadeur et notre ami Baïlo Destéamé avec la star ou du premier, qui vont déjà rallier tout à l'heure ces îles, en compagnie avec la direction de l'ONT, pour qu'on essaie déjà de développer, si vous voulez, uniquement pour restaurer cette place. Parce que naturellement, ailleurs, quand on se rend dans d'autres pays, toutes les places sont déjà bordées de cocotiers, mais les nôtres, on n'en trouve pas. Oui. Bien, vous avez parlé de ces jeunes également, des jeunes, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'employabilité. 100 jeunes insulaires donc sont déjà détectés, qui seront formés. Dites-nous ce qu'il va se passer réellement. Vous savez, un festival, c'est d'abord l'investissement social. Donc, on ne vient pas juste pour amuser la galerie, il fallait faire en sorte que tous ces jeunes qui vivent dans cette localité ils puissent tirer profit de ce festival. La raison pour laquelle nous avons un partenaire qui met à contribution une enveloppe de 150 millions. Donc, c'est dit qu'il fallait déjà identifier. Vous savez, les îles de l'Os, c'est 11 secteurs, dont 6 sont occupés, c'est-à-dire Fotouba, Kassa, Roum, et Kassa 1 et Kassa 2. Donc, il fallait faire en sorte que tous ces 11 secteurs, ce sont aussi également des îlots. On a essayé d'identifier 10 jeunes par jour qui vont prendre part à ces volets de formation, parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent à disposition à des jeunes qui ne sont pas habitués à entreprendre. Qui ne sont pas formés. Il fallait déjà donner pour un départ les rudiments en tant qu'entrepreneur. Raison pour lesquelles la thématique est entrepreneuriat et employabilité. Donc la formation est assurée par M. Mohamed Nabé, DGA de GI, qui est déjà en pleine mer pour allier déjà Kassa pour lancer la formation. Bien, allez-y Antoine. Oui, qui parle de festival, ce sont des activités diverses. Tout à fait. Est-ce qu'il y a
des prestations artistiques prévues par exemple, c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours. On sera de la partie. Tout à fait. Dites-nous, qu'est-ce qui doit nous inciter à partir? Voilà, donc je disais qu'en l'entame, il y aura 2 grandes activités. L'activité culturelle va commencer par une paratextile. Quand on parle de paratextile, ça sera un carnaval dans lequel on verra vraiment la Guinée dans toute sa splendeur. Il y aura un défilé où on verra toutes les... C'est-à-dire, on a 4 régions. Donc 5 régions vont se faire représenter par des jeunes dames qui seront habillées non seulement en tissu de ces régions, mais aussi avec la coiffure qui va avec. Parce que quand on va en forêt, il y a une coiffure qui va avec la forestière. Au Fouta des mêmes, en Haute-Guinée des mêmes. Et hormis... ça va être une première. Parce que les gens portent les tenues, mais la coiffure... La coiffure ne va pas avec. Donc on souhaiterait que déjà sur ce plateau, sur ce podium, qu'on puisse voir la Guinée dans toute sa diversité culturelle. En textile, mais aussi également en coiffure. Et hormis cela, on a pensé aux artistes insulaires, qui est une troupe artistique qui vivent du côté de Roux, qui vont aussi également égayer le public. Et il y a le groupe Wuntanara qui essaie d'animer chaque soir, maintenir le groupe, c'est-à-dire tous les publics qui vont se déplacer. Chaque soir, ils vont animer. Et après le groupe, la place va se transformer toutes les nuits en une boîte géante. Animé par les DJ. Côté gastronomique, qu'est-ce qu'il y a côté gastronomique, si toutefois on se permet de le dire, au niveau de côté gastronomique, on a deux grands rendez-vous. Le premier, il sera assuré par vous savez, le manger il est culturel. Donc, au niveau de ce festival, il y a la population insulaire qui va déjà mettre en avant tous leurs produits alimentaires que nous autres ne sommes pas habitués. Donc je laisse vraiment cette partie qui est la surprise pour ceux qui font le déplacement. Notre ami Popina connu avec le restaurant au Gris Calme qui assure aussi également l'autre côté de cette partie. D'accord. Alors au-delà. Mafoudia, elle aime beaucoup ça. Ah non, j'adore. On va ensemble, Mafoudia? Oui, s'il te plaît. Non, on ira. Mais oui, les fruits de mer, c'est doux et c'est très bon. Moi, j'ai envie d'aller découvrir. Mais au-delà, la dernière fois que j'ai été sur les îles, j'ai découvert des jeunes. J'ai vu des jeunes qui, dès que vous arrivez, ils commencent à chanter. Après, c'est des jeunes qui restent là-bas, qui sont souvent, après, on se dit, qui tombent dans certains travers, des jeunes qui pourraient faire vraiment vivre l'île et aussi vivre de cela. Il y a par exemple ceux qui font aussi ces pagnes mélangées là en bout de tissu. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Est-ce qu'au-delà de ce festival, vous allez essayer d'en faire un lieu où on peut aussi s'en sortir? Parce que pour le moment, on a l'impression que c'est pour les riches qui vont se balader. On pouvait juste promouvoir ces jeunes-là spécifiquement. On pouvait juste faire cet événement d'une team building. Donc il fallait en faire un événement inédit pour que chaque année les gens se retrouvent et qu'on essaie de mettre en valeur toutes les richesses que regorge cette zone. Hormis la gastronomie, hormis le côté culturel, on a même prévu un petit marché où non seulement il y a certains qui quittent la capitale pour vendre tous ces produits locaux, mais aussi la population locale aura aussi son mot à dire à travers les petits colliers, à travers aussi, c'est-à-dire les parures, mais aussi également tout ce que la population insulaire a de mieux à mettre en avant. Bien, qu'est-ce qu'il faut pour y participer? Pour y participer, nous avons 2 volets. Nous avons les tickets qui sont à 100 000 francs, aller-retour dans une pirogue à parc et une pirogue à moteur, dont l'ANAM, notre partenaire ANAM, assure déjà, c'est-à-dire la traversée dans toutes les commodités. Déjà, ce qu'il faut retenir, les tickets se vendent non seulement au niveau de Bolobiné, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas le ticket n'est pas habilitée à se rallier sur la place de Soro. Donc le ticket est à 100 000 francs, aller-retour avec une boisson offerte. Et aussi du côté du petit bateau, les tickets sont à 500 000 francs, qui donnent droit au buffet, droit aussi à 3 boissons, et aussi droit à l'aller-retour, mais aussi des 3 jours de festivités. Toujours sur les barques? Non. Les 500 000, on estime que c'est le VIP, et c'est ce qui donne droit, la vedette, c'est ce qui donne droit à la traversée dans une vedette. Des chambres aussi? Non, les chambres sont à la charge du client. C'est les VIP, non, c'est que le monsieur Antoine. 500 000. Mais après, pour les 3 jours de festivités. Avec 500 000, on ne peut pas mieux s'offrir un bon plat et aussi s'offrir une chambre. Même si on dit que dans 500 000, tu as une chambre, tu as le manger. Ta question là n'avait pas ça. Madame, on t'a pas demandé, tu vas avec qui? On t'a pas demandé, tu vas avec qui? On t'a pas demandé, tu vas avec qui? Si tu veux aller, ne m'oublie pas, parce que tu m'as invité tout à l'heure. Tu vas avec madame et tu as juste mon ticket. À savoir si avec madame. Alors, les prochaines éditions, je veux comprendre, parce que à écouter les tickets, parce que souvent en Guinée, on a l'impression que le tourisme, c'est bien orchestré pour ceux qui viennent d'ailleurs, pour les plus riches. Oui.
Comment vous allez faire pour que ce Guinéen qui est là, qui ne connaît pas son pays, puisse aller avec 10 000 ? Les prochaines éditions, c'est possible parce que c'est pour la Guinée d'abord. Vous savez qui parle, nous à la base. Mais oui, non. Le Guinéen ne connaît pas son pays. Je suis d'accord avec elle. On sort du pays, on visite partout. Mais les gens ne connaissent pas. Je suis d'accord avec elle. D'autant plus que. D'autant plus que quand on dit tourisme. Les nationaux. D'accord. Il y a local, oui. Et pour cette première édition, je vous avoue que nous ne sommes pas 1000 personnes. Car l'océan Atlantique était déjà un continent. Oui. Donc l'optique, ce n'est pas seulement des mobilités qu'on a créé, mais nous voulons faire en sorte que ce petit groupe qui vient, qui soit satisfait de la première édition, pour que les éditions précédentes, qu'on essaie d'avoir plus de monde. Donc pour revenir à sa question, je pense que payer 100 000 francs, faire la traversée de la Gine pirogue à moteur, aller s'offrir une serait-ce que tout ce que nous ici j'entends dire et bénéficier aussi d'une boisson, je pense pour ceux qui ont envie de s'offrir du bonheur, ils peuvent le faire. Et à la différence, ceux qui vivent aussi c'est-à-dire dans ces îles, la population locale, on a fait de sorte qu'eux, ils ne peuvent que payer 25 000 francs guinéens. Et avec 25 000 francs guinéens, tu as ce droit à une consommation. De sorte que toute personne puisse vraiment... Ça commence quand et à quelle heure? Ça commence déjà aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est pas ouvert au public. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture où il y aura déjà le panel. Ensuite, après le panel, on va déjà faire face au volet social qui est dédié à la restauration de la plage de Soro en Cocotier, dont notre ami Bailo Destin-Main ou les premiers qui sont en train de radier la plage. Et dès demain déjà, on aura trois départs, 10h, 11h et 12h. Non seulement à Bolobiné, où les tickets qui seront déjà vendus, mais aussi également du côté des petits bateaux pour ceux qui désirent déjà avoir les tickets VIP. Mais au niveau du petit bateau, les tickets ne seront pas disponibles. Il faut déjà appeler sur nos différents contacts pour pouvoir... Et quels sont-ils? C'est le 628 36 49 35. Bien, Alice. 628 36 49 35. Il ne va pas prendre un ticket. Alice Doré, commissaire général du Festival des Îles de l'Os, merci d'être passé dans cette émission. C'est vous que je remercie parce que grâce à vous, on essaie déjà de passer le message à un certain niveau. Je vous remercie. Dans l'espoir de retrouver tous ces plateaux sur les Îles de l'Os. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci vraiment. On va terminer avec juste ces 3 messages qui nous sont tombés sur notre plateforme, la Marana Yemberin. L'acharnement contre Cellou Dalein par le colonel malheureusement continue. La démolition de sa maison, le cochage de celle de l'abbé et la saisie par la force de la plantation de Koya, mais que le CNRD sache que nous sommes toujours là. La Marana Yemberin donc qui nous envoie ce message. Nous partons avec ce deuxième avant de rendre l'antenne. Bonjour les infatigables, moi c'est Saoudi Aouki depuis Kindia. Que tout le monde ait confiance en la justice malgré qu'elle soit téléguidée. Sur plusieurs avions, on ne parle que d'un seul avion. Le temps est le meilleur juge. Donc le Hajj aussi, le Hajj cette année, on a fait plusieurs années sans participer au Hajj. Oui, il faut signaler que cette fois c'est la bonne. Les Guinéens sont habilités donc à faire le pèlerinage à la Mecque. Nous reviendrons donc évidemment sur ce sujet. Bonjour Diadia, c'est Mohamed. Voilà, ce message, je ne peux pas le dire à l'antenne. Merci à vous tous. Merci à Abdulradr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à Mamoudou Kondé, à tous ceux qui nous ont aidés à nous faire entendre aujourd'hui ce matin. Noël Monimou qui nous a fait parvenir les tweets. C'est un plaisir de vous servir. Nous vous retrouvons demain avec toujours lundi avec le même dynamisme pour vous aider à mieux comprendre l'actualité sur Espace TV. Portez-vous bien et bon week-end à tous.